Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'African Newsroom. Nouveau thème en cette semaine qui sera consacré au Burkina Faso avec aujourd'hui un premier dossier sur la réforme de l'armée. Au programme également de cette émission, situation toujours précaire en Centrafrique. La capitale Bangui a connu ces derniers jours une nouvelle flambée de violence. Et ce lundi, la Guinée commémorait les 6 ans des massacres du 28 septembre. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Gracien Okindikiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Gemma Taleb, bienvenue. Merci Fanny et bonsoir à tout le monde. Et Malika Cher, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Tout de suite, l'actualité du jour. La situation était toujours précaire ce lundi en Centrafrique. Malgré le retour d'un calme relatif, Bangui reste sous tension. La capitale a connu ces derniers jours une nouvelle flambée de violence qui a fait une vingtaine de victimes, une centaine de blessés. Un couvre-feu a été instauré. Ibra Ndiaye. La situation sécuritaire toujours préoccupante en République centrafricaine. Bangui connaît depuis ce samedi un regain de violence. La mort d'un jeune samedi 26 septembre a entraîné de nouvelles violences et en fait dimanche une vingtaine de victimes. Pour l'ancien Premier ministre André Zapayeke, la Centrafrique a besoin aujourd'hui d'un sursaut national en faveur de la paix. Et pour cela, les acteurs politiques, la population doivent mettre l'intérêt général devant, avant toute autre considération. C'est regrettable que nous assistons à ce genre de situation, parce que nous nous attendions vraiment à ce qui est un sursaut patriotique, surtout après ce grand besoin que les Centrafricains ressentent actuellement pour aller aux élections et pour que la paix soit consolidée. On s'attendait vraiment à ce que du côté aussi bien des groupes armés que des hommes politiques, qu'un certain sursaut patriotique se manifeste, et pour que tout le monde s'unisse vraiment autour de la volonté, de cette volonté qui est aujourd'hui forte chez les Centrafricains, de paix. Vous savez, quand j'entends que les camps des déplacés, les fameux légères, comme on les appelle ironiquement chez nous, se vident, et les gens étaient en train de retourner chez eux et tout, et là, du coup, il faut ramasser les effets et retourner à la maison, c'est vraiment un désastre. L'Organisation des Nations Unies s'est déjà positionnée depuis samedi autour de la zone de tension localisée à proximité du quartier PK5. Les acteurs politiques lancent quant à eux des appels au calme. C'est suite à la violence, il y a eu assassinat, on a égorgé un jeune taximan et suite à ça, il y a eu des représailles de part et d'autre. Et donc voilà, la situation est assez chaotique pour le moment dans la ville, la capitale Bangui. La nuit n'a pas été calme, il y a eu des scènes de violence, il y a eu des pillages, des braquages et tout ça. Et au-delà de tout ça, nous pensons que l'ex-coalition Seleka, la position de l'ex-coalition Seleka est claire. Nous ne pensons pas que procéder au changement de la transition par la violence soit une solution pour le pays, soit profitable au pays. Et donc, nous avons vu les limites de la violence. Donc, nous sommes presque à la fin de la transition, et il serait souhaitable que l'on respecte le chronogramme et qu'on arrive à sortir de la crise, dans les meilleures conditions. Le Premier ministre Mahamat Kamoun a décrété un couvre-feu dans la capitale Bangui de 18h à 6h du matin et a également demandé le renforcement des patrouilles des forces de défense et de sécurité. Gracien, cette nouvelle flambée de violence en Centrafrique intervient alors que le pays avait connu ces dernières semaines une certaine accalmie. Est-ce que cela signifie que finalement il n'y a pas de réelle amélioration en Centrafrique? C'est vrai, vous venez bien de le dire, il y avait une accalmie, mais c'est une accalmie qui cache en fait quelque chose qui couvre au sein de la population de cette République centrafricaine, c'est qu'il y a une transition, il y a un gouvernement de transition, mais en même temps, c'est qu'il a manqué quelque chose, il a manqué des discussions, une sorte de réconciliation entre le peuple centrafricain. Il y a des problèmes, et ces problèmes, ça n'a pas été discuté, et les gens se posent la question, par exemple, à quand ça sera fini la transition, toujours renouvelée, repoussée, et il y a aussi la pauvreté, donc les gens ne tolèrent pas vraiment de rester dans cette misère avec tout ce qui se passe autour. Donc, c'est vraiment, il faut que les politiciens discutent avec la population, essaient de faire une sorte de politique de réconciliation nationale, d'unité et de discussion aussi des problèmes qui s'opposent dans le pays. J'ai mal, la Centrafrique, c'est une véritable poudrière aujourd'hui? Non,
Je ne pense pas que ce soit une poudrière. C'est un pays où le calme est précaire, où la paix n'est pas faite, les cicatrices sont encore très fortes. Et puis, Gratien a raison, on ne discute pas des problèmes. Ce n'est pas une poudrière, ce n'est pas un pays dangereux, ce n'est pas un pays plus dangereux qu'un autre. Et il n'a pas la réputation, la République centrafricaine n'a pas la réputation d'être un pays dangereux, ni une poudrière. Il s'est passé une situation liée à l'échec d'un régime, à une mauvaise transmission des pouvoirs, à une guerre donc de succession qui s'est mal passée. Enfin, vous savez, les putschs, les armées qui délogent les unes des autres, ça n'est jamais bien. Et tout cela est venu sur un climat qui était déjà délétère. Et tout ça qui a été perçu, malheureusement par les uns et les autres, comme étant une scission communautaire. La Centrafrique n'a pas une histoire d'une scission entre chrétiens et musulmans. Jamais. Ce sont des considérations nouvelles. Et c'est grave, dramatique que sur le continent africain, on en soit à ça. C'est-à-dire que ce qui couvre est au-delà de ce qu'on nous montre. C'est vous dire combien la tâche est pénible, difficile pour le futur président. C'est combien vous dire que, pardon, il ne faut absolument pas reculer les élections comme certains voudraient le faire. Il faudrait plutôt aller aux élections rapidement. Il faudrait qu'on ait un pouvoir légitime très vite pour entamer, pour commencer la réconciliation nationale. Parce qu'il n'y a pas de Centrafricain, il n'y a pas de République centrafricaine sans réconciliation. Je veux dire, ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les différentes communautés ne vont quitter la Centrafrique. Donc, l'obligation qu'ils ont de s'entendre n'est pas négociable. Et donc, vite, il faut aller aux élections. Le rôle positif, important, du président Sassou Nguesso, pour le coup, là, se justifie absolument. Et donc, il faut que les amis de la Centrafricaine, à commencer donc par le Congo, vite aident ce pays à aller vers les élections. J'ai vu que le président Sassou a présenté aujourd'hui un mémorandum important aux Nations Unies, et donc il faut que les Africains, une bonne fois, comprennent ici, ils ont compris, il faudrait que les Africains aillent rapidement au secours, comme ils l'ont fait depuis le début de ce pays, et que, définitivement, on sorte d'une situation, encore une fois, qu'on organise des élections pour que le travail de réconciliation nationale par le nouveau pouvoir soit fait. Malik, il est possible d'organiser ces élections dans cette situation sécuritaire ? Très difficile, d'autant plus que la force de la MINUSCA a du mal à se déployer, a du mal à imposer sa logistique à travers le territoire de la Centrafrique. Mais je crois, comme Gemal, que c'est bien nécessaire pour arriver à une légitimité institutionnelle, parce que ce pays a vécu pendant une longue période elle vit encore sous cette période de transition qui est quand même facteur d'instabilité politique. Donc effectivement, on doit venir à ces élections, on doit mettre le paquet, la MINUSCA et les autres forces en présence, les forces de la CEMAC et les autres forces armées qui sont en présence dans le pays doivent mettre le paquet pour assurer la stabilité de la Centrafrique et afin d'organiser ces élections. Plus vite on aura des élections, plus vite on aura un résultat et plus vite on aura une légitimité au moins institutionnelle dans ce pays qui en manque cruellement. Pour revenir rapidement à ce qui a été dit, moi je suis d'accord sur l'activisme du Congo qui a essayé quand même d'avoir un accord entre les membres de la CLK et certains groupes des anti-Balaka. Le problème, c'est que derrière, on n'a pas eu cette contrainte de désarmement, ce qui est toujours difficile. Désarmer les milices, ça reste la préoccupation prioritaire pour la Centrafrique. Donc c'est dommage qu'il y ait eu aussi cet activisme du Congo qui a été sapé derrière par l'accord de Nairobi, qui a un peu écarté justement ce qui a été fait quand même par Brazzaville et ce qui a été fait par le président du Congo. Alors justement, Gratien, quelles sont les priorités aujourd'hui pour arriver à ces élections désarmées, organiser un dialogue ? Il y a d'abord, avant même d'organiser un dialogue, il faut d'abord qu'il y ait la sécurité dans le pays. La sécurité passe par le désarmement. Or, ce qu'on voit en République centrafricaine, je pense qu'il y a eu des erreurs. On mise beaucoup sur les forces qui viennent de l'étranger. On a oublié de former une armée nationale, une armée avec une certaine cohésion. On aurait dû partir avec des bataillons mixtes, des anti-Balaka, des Séléka, d'autres gens, quitte à ce qu'ils fassent des patrouilles dans les quartiers pour stabiliser d'abord le pays, mais par les troupes, disons, nationales, appuyées par les troupes qui viennent de l'étranger. Et de cette façon, on peut aller vers une réconciliation et aussi vers des élections. Mais les forces étrangères ne connaissent pas la République centrafricaine, ne connaissent pas le peuple centrafricain. Donc il y aura du mal à sécuriser quelque chose qu'on ne connaît pas. Merci. Dans l'actualité également, la Guinée commémorait ce lundi l'anniversaire des massacres du 28 septembre 2009. Il y a 6 ans, des militaires ont ouvert le feu sur une foule de manifestants réunis au stade de Conakry. 157 personnes ont été tuées. Lisa Siakizimana.
6e anniversaire des massacres du 28 septembre en Guinée. C'était le 28 septembre 2009 lorsque des militaires de la garde présidentielle ont tiré sur des opposants rassemblés au grand stade de Conakry, la capitale. Le bilan est très lourd, 157 tués, plusieurs centaines de blessés et 109 femmes victimes de viols. 6 ans après les massacres, la procédure judiciaire a progressé mais n'est pas encore aboutie. En moins d'une année, les juges d'instruction en charge de cette affaire ont pu poser des actes majeurs qui ont changé la physionomie du dossier. 6 nouvelles personnes ont été inculpées au cours de l'année écoulée, dont l'ancien chef de la junte du CNDD, M. Moussa Dadis Camara, et son vice-président, M. Mamadou Toto Camara. Tous deux sont désormais formellement mis en cause et comparaîtront devant la justice. Nous nous acheminons désormais vers un procès qui devra être crédible et satisfaisant pour l'ensemble des victimes. Moussa Dadis Camara, chef de la junte au pouvoir au moment des faits, a été inculpé pour avoir envoyé ses troupes d'élite pour effectuer la répression sur les manifestants. Cette commémoration de ce 6e anniversaire ne sera pourtant pas célébrée par les politiques cette année. Et pour cause, elle coïncide avec la campagne électorale. Je ne sais pas si on aura le temps d'organiser quelque chose cette année, en raison justement du fait que nous sommes tous absorbés par la campagne, on est à l'intérieur du pays. Bon, ceci dit, naturellement, il faut se souvenir de ces nombreuses victimes d'une répression sauvage contre des manifestants pacifiques. Dans cette affaire des massacres du 28 septembre, 392 victimes se sont constituées en partie civile. En 5 années d'enquête, 20 missions judiciaires et de plaidoyer ont été réalisées et 11 missions du bureau de la procureure de la CPI, Cour pénale internationale, ont été effectuées à Conakry. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme invite le prochain gouvernement qui sera issu de la présidentielle d'octobre 2015 à donner des moyens nécessaires pour faire aboutir le procès et rendre justice aux victimes. Gemal, ce sera un impératif pour le prochain gouvernement guinéen de faire la lumière sur ce drame? C'était déjà un impératif pour celui-là. Et je regrette profondément la lenteur de la justice. 2009, 2015, 6 ans. Alors je comprends bien que la justice a son temps à elle et que les enquêtes judiciaires, les enquêtes préliminaires, si enquêtes préliminaires il y a, sont très longues. Et donc on a besoin de temps, de preuves, de ramasser des preuves. Le problème toujours, c'est que plus vous vous éloignez de la date, plus les preuves n'ont plus la même force. Et puis, plus le sentiment vous donnez aux populations que la justice n'est pas faite. Et puis, vous donnez en plus le sentiment qu'il y a un règlement de compte. Cette affaire a été pratiquement oubliée, en tout cas au plan médiatique, jusqu'à l'approche de l'élection présidentielle. Elle a été réveillée, revigorée quand Moussa Dadis Camara a dit qu'il allait revenir participer aux élections. C'est ça qui est fâcheux. Je n'accuse évidemment pas le gouvernement de quoi que ce soit. Je trouve juste qu'il y a des coïncidences qui sont malheureuses. Et les coïncidences malheureuses donnent un sentiment malheureux à la population. Alors que tout le monde se souvient de ce 28 septembre dramatique, ce petit septembre noir pour le coup, où la population qui est sortie dans la rue s'est fait massacrer par un pouvoir dont la légitimité est absolument indiscutable. Il aurait fallu, de mon point de vue, vite que la justice soit faite. Enfin, les Congolais, les Guinéens sont capables de le faire. Ils n'ont pas besoin de la Cour pénale internationale, encore une fois. Et c'est toujours ce sentiment-là qui est, de mon point de vue, dramatique. L'impunité ne peut pas être bonne. Et il faut que sur le continent africain, on comprenne que l'impunité n'est pas possible. Mais l'impunité est une chose, la réconciliation en est une autre. Et donc, la difficile tâche pour le gouvernement en place, c'était de garantir un procès équitable sans donner le sentiment de l'acharnement et avec, si on peut, un tout petit peu de rapidité. Pour que la justice soit un peu plus rapide, il faut lui donner un peu plus de moyens. Et donc ce sont tout cela à la fois qui donne ce sentiment. Je pense, moi, encore une fois, que l'agitation électorale actuellement est assez importante en Guinée. Et pour la sérénité de la justice et pour la transparence et la garantie de la justice, il aurait fallu qu'on laisse passer les élections et qu'on ouvre ce dossier sérieusement par le pouvoir qui sortira des urnes prochaines. Alors justement, Malik, on est en pleine campagne en Guinée. Est-ce que les candidats à la présidentielle doivent s'engager publiquement pour que le procès du 28 septembre se tienne en 2016? Je pense que la tenue du procès est indiscutable. Elle doit avoir lieu et je pense que ça doit faire partie des engagements des candidats à l'élection présidentielle. Je pense que justement, pour avoir un climat apaisé, il faut laisser cette justice au moins s'opérer et enfin permettre aux familles aussi des victimes de faire le deuil.
c'est très important aussi, et de refermer pour une bonne fois pour tous cette page noire de l'histoire de la Guinée. Donc oui, je pense que c'est une nécessité pour les candidats de se gager à cette résolution. Gracien, est-ce qu'on peut dire quand même, on peut considérer que l'inculpation de Dadis Moussa Camara est un grand pas, un premier pas en avant? Oui, ce sera un grand pas en avant si jamais il est coupable, s'il est condamné, parce qu'il a lancé le procès en même temps, disons, suivre le cours normal pour que vraiment, si les faits sont avérés, qu'il soit condamné. Ça sera un grand pas en avant parce que dans beaucoup de pays africains, on attend jusqu'à ce que vraiment la CPI s'ingère dans les affaires de ces pays parce qu'on ne veut pas faire les procès. Mais là, on a au moins quelqu'un qui n'est plus au pouvoir. Toujours est-il que pendant la période électorale, Moussa Camara dispose, disons, d'un certain électorat dans la zone forestière d'où il vient. Donc, il y a certains politiciens pour lesquels manquent quelques voix, qui aimeraient bien avoir ces voix afin d'arriver à la présidence. Donc, on ne sait pas si vraiment, après les élections, il n'y aura pas d'alliance qui pourrait remettre en cause l'évolution normale de ce procès. Merci, nous allons marquer une courte pause à l'instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.